Bonsoir à tous et bienvenue sur ce mercredi du marxisme sur le marxisme et l'écologie. Nous sommes Vonk Révolution, la section belge de la TMI, la Tendance marxiste internationale. Nous sommes un groupe complètement indépendant, autofinancé et nous diffusons les idées du marxisme et aujourd'hui donc ça va porter sur la relation entre le marxisme et l'écologie. Et donc, avec moi, Kyle, à qui je vais poser certaines questions. Donc, je ne sais pas si tu veux te présenter d'abord, peut-être. Oui, je m'appelle Kyle, je fais partie de Révolution, je suis néerlandophone de base, et je suis même enseignant de néerlandais dans une école à Schaerbeek. Et voilà. Ok. On va directement commencer alors avec la première question. Donc, la première question, c'est le fait qu'on entend beaucoup, par exemple, dans les médias, ouais, la télévision, les journaux, euh, qu'en fait, la crise du capitalisme, ce serait une sorte de catastrophe naturelle et que le capitalisme, donc, c'est-à-dire l'anarchie qui règne dans sa production et sa recherche incessante du profit immédiat, ne serait pas en tort, en fait, dans la création de ces crises. Pourtant, il y a quand même de sérieux faits, de sérieux éléments qui semblent montrer le contraire. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Oui, je pense que en fait, à chaque étape, dans chaque stade de la pandémie, qu'il y a quand même bien des arguments donnés que c'est pas juste de la coïncidence ou pas juste un accident, que cette pandémie s'est répandue dans tout le monde, partout dans le monde. Je pense tout d'abord à la réaction tardive des gouvernements, d'abord en Chine, mais pareil pour les gouvernements européens, pour le nôtre aussi. Je me rappelle encore que tout le monde revenait des vacances de ski en Italie et que c'est en fait comme ça que l'épidémie est entrée en Belgique. Euh, Beaucoup de gouvernements étaient, enfin, et certains le sont toujours, un peu dans le déni qu'il y a un problème. Mais je pense que vous en avez déjà parlé pas mal aussi. Toutes les austérités dans les soins de santé ont fait que les systèmes de soins n'étaient pas capables à gérer cette crise sanitaire. Également pour le matériel, même dans les économies les plus avancées, il n'y a toujours pas de matériel, de masques, de tests. Euh, Aux États-Unis, en Italie, il n'y a pas assez de matériel de respiratoire. Euh, et aussi au niveau des médicaments, il n'y a toujours rien. Aussi au niveau des vaccins, il n'est même pas sûr qu'il y aura un vaccin, et certainement pas dans les mois à venir. Alors que c'est quand même un peu étonnant dans le sens que euh, le corona est une maladie qui est liée aux autres maladies d'infection des voies respiratoires comme le SARS ou le MERS qui ont éclaté dans les dernières 10 années. Et là, apparemment, aux États-Unis, il y avait des chercheurs qui étaient très proches de trouver un vaccin contre le MERS, mais finalement, ils n'avaient pas assez de sous pour vraiment finaliser le projet. Et ça, voilà, je pense que ça démontre que cette pandémie n'est pas une coïncidence et que c'est tout à fait lié au problème que le capitalisme engère, c'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas de profit à faire sur des vaccins, sur des soins de santé, il n'y a pas d'investissement qui sont mis. Et donc, on a un système de soins très affaibli, en fait, par les mécanismes de marché. Et je dirais aussi, en fait, que même avant l'épidémie, que, disons, la toute première infection n'est pas un accident non plus. Et j'ai lu pas mal de biologues qui disent, qui donnent pas mal d'arguments pour cela.
dans le sens que les derniers siècles, en fait, l'homme a détruit pas mal d'habitats naturels d'espèces. En ce moment, il y a 1 million de plantes et d'animaux qui sont en danger d'extinction. Ouais. Et par exemple, en Asie du Sud-Est, il y a 40% des forêts qui ont été détruites pendant les 30 dernières années. Et en fait, ces biologues disent que ce n'est pas du tout une coïncidence que, par exemple, les 10 dernières années, il y avait, euh, ils ont pu détecter en fait 900 nouveaux maladies qui viennent des animaux qui étaient auparavant pas en contact avec l'humain. Et donc, beaucoup de ces biologues disent en fait une épidémie ou une pandémie euh, était en train d'arriver de toute façon. Et certains disent même, oui, il est aussi bien possible qu'une deuxième pandémie éclatera pendant que celle-ci est encore présente. Et ça a donc tout à voir, je pense, avec la destruction de l'environnement naturel surtout par l'agriculture extensive. Donc, c'est-à-dire qu'on coupe beaucoup de forêts pour en faire des terrains d'agriculture. Euh, tac, tac, tac. Et voilà, c'est pas seulement en Chine que ça se fait, mais aussi dans d'autres pays. Il y a eu pas mal d'épidémies comme le malaria ou le Zika qui ont tous en fait des origines d'animaux, qui sont des malades que les animaux ont transmis. Et donc il y a d'un côté donc plus de contact par la destruction des habitats des animaux, mais aussi la chasse ou juste l'industrie de la viande qui fait en sorte que un tas d'animaux se trouvent dans des conditions sanitaires épouvantables ou qui sont injectés par des antibiotiques journalières et ça crée en fait les conditions pour affaiblir les animaux et donc pour faire naître plus de maladies dans ces animaux-là. Et aussi les abattoirs dans beaucoup de pays, c'est pas du tout contrôlé, c'est pas du tout géré. En fait, c'est souvent des anciennes méthodes, des anciennes infrastructures qui sont utilisées sur un plan moderne, enfin, pour abattre des animaux en masse, sans qu'il y ait un véritable contrôle sur tous les aspects hygiéniques. Donc là aussi, beaucoup de biologues disent que là, c'est vraiment des foyers de microbes et de maladies. Euh, voilà, là, maintenant aussi, je pense que donc, beaucoup de scientifiques disent que très probablement donc, le corona vient d'un chauve-souris ou d'un pangolin. Il est aussi possible que ça vient que, que ça vient de la volaille, puisque donc la province de Hubei, qui est la province où ça a tout commencé, avec la ville de Wuhan comme capitale, en fait, c'est le 6e plus grand stock de volailles en Chine. Chaque année, il y a 500 millions de poulets et d'autres volailles qui est abattu. Donc, je pense aussi qu'en Belgique, on a déjà eu l'expérience avec la crise de dioxine, que voilà, les conditions dans lesquelles se trouvent ces animaux-là sont vraiment des, oui, des conditions qui stimulent les maladies, des épidémies et des problèmes de santé. Et ce que les scientifiques disent aussi, c'est qu'il faudrait vraiment mettre en place donc des infrastructures nouvelles pour vraiment savoir contrôler cet échange de microbes et de maladies et de nouvelles maladies entre hommes et animaux. Et c'est ce qui est pour le moment totalement impossible, vu que toute l'industrie de la viande, toute l'agriculture n'est pas structurée, n'est pas planifiée sur le long terme, mais fonctionne seulement selon
les, les devoirs du profit et selon le fonctionnement du marché. Et donc là, il n'y a vraiment pas de contrôle ou de, de vision sur long terme possible à mettre en place. Donc ça crée le danger d'encore plus de pandémies ou d'épidémies. Ok. Oui, c'est en fait c'est vraiment ce problème de pandémie est vraiment très lié au système d'exploitation, la façon dont on exploite la nature, dont on exploite à chaque fois de nouveaux espaces en réduisant les espaces sauvages, en réduisant la biodiversité, mais aussi, comme tu l'as dit, donc euh, l'élevage intensif, l'agriculture intensive, tout ça sont des facteurs en fait qui créent des conditions favorables pour des nouvelles pandémies. Mais alors, la question suivante, c'est comment faire en sorte de sortir de cette époque d'épidémie. Enfin, qu'est-ce qui est réellement en cause? Est-ce qu'un investissement massif, par exemple, dans le processus d'hygiène et dans le secteur médical serait suffisant pour sortir de ce type de crise? Mais je pense là-dessus qu'il serait, enfin, qu'il est important de faire un peu la distinction entre gérer les crises une fois qu'elles sont là. Donc, pour cela, il faut évidemment investir dans des infrastructures d'hygiène, des infrastructures sanitaires, réorganiser les abattoirs, les marchés de viande, toute l'industrie de la viande, en fait. Mais je dirais pour vraiment faire de la prévention contre les épidémies, en fait, il faut aller beaucoup plus en profondeur. En fait, je pense que juste la relation entre l'homme et la nature dans ce système capitaliste est vraiment problématique. Et c'est là vraiment que la source des épidémies, des maladies s'y trouve en fait. Euh, 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 je... Oui, donc voilà, je pense que donc c'est aussi quelque chose que Marx et Engels ont vu dans leur époque, c'est-à-dire que la société moderne se construit surtout dans les villes, donc il y a énormément de personnes qui sont amassées dans les villes, mais en fait, toute cette et aussi avec la croissance de l'industrie, en fait, disons, le cycle naturel où tout ce qui est employé, tous les ressources naturelles qui sont employées sont d'une certaine manière, reviennent d'une certaine manière dans la nature pour renouveler le cycle, pour renouveler la croissance des plantes, la vie des animaux, des humains. En fait, par l'industrie et par la croissance des villes, en fait, il y a une rupture dans cet métabolisme entre homme et nature. C'est comme ça que, en fait, Marx et Engels l'appelaient dans leur époque, en analysant en fait les problèmes sanitaires et hygiéniques. En fait, dans leur époque aussi, il y avait plein d'épidémies, de choléra et d'autres choses. En fait, là-dessus, il disait que oui, il faudra en fait changer cette relation de manière profonde, dans le sens que le profit à court terme ne pourrait plus dominer comme ça se fait dans le système capitaliste et qu'il faudrait en fait créer une relation rationnelle, donc qu'il faudrait contrôler, qu'il faudrait planifier, qu'il faudrait mesurer sur le long terme l'impact de toute l'activité de l'homme pour, pour rétablir en fait ce cycle naturel et pour ne pas détruire la nature. Et, voilà, donc je pense que ça,
cette idée qu'il faut vraiment changer la relation entre l'homme et la nature, qu'il faut la baser non sur les mécanismes du marché, mais sur un plan rationnel, contrôlé, planifié, mesuré sur le long terme. Je pense que ça, c'est vraiment essentiel pour, euh, pour vraiment faire en sorte que on ne rentre pas dans une époque de pandémie en pandémie. Ok. Donc, si j'ai bien compris, donc c'est vraiment pour s'en sortir, il suffit pas juste de réformer le capitalisme qu'on a maintenant. Il faut vraiment faire des transformations profondes. Et l'une de ces transformations, ce serait par exemple une planification de l'économie qui tiendrait compte en fait des contraintes à la fois environnementales, climatiques, etc. Et en même temps essayer aussi de l'autre côté de voir le bien-être des populations d'une façon générale, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui. Et je pense aussi qu'aujourd'hui, on voit de ce qu'il est capable, puisque en ce moment-ci, c'est pas du tout les investissements pour le profit des grosses entreprises qui font encore fonctionner la société, mais c'est vraiment les secteurs où il y a peut-être peu de profit à faire, mais où il y a surtout les travailleurs qui font que que qu'on peut en fait survivre cette crise. Et donc là-dessus, je pense que ce seront les travailleurs et pas les capitalistes ou les grosses multinationales comme aujourd'hui qui doivent dominer en fait, qui doivent gérer et contrôler de manière démocratique toutes les ressources de la société. Et oui, c'est le point essentiel en fait pour savoir aller vers une relation rationnelle et planifiée de l'impact de l'homme sur la nature. Par rapport à ça, ma troisième question, c'est le fait que quand on parle de ça, quand on parle de planification, etc., beaucoup de gens comprennent en fait que ce serait genre revenir en arrière dans l'histoire, faire tourner la roue de l'histoire en sens inverse, revenir à un mode de production peu développé, entièrement rural et local. Par exemple, avec la crise du Covid-19, on entend un peu, enfin, dans la bouche des défenseurs du capitalisme, que le problème, ce serait la surpopulation et que cette crise aurait des côtés positifs en permettant de nous soulager de partie de la population improductive. Oui, oui, et c'est complètement hallucinant à voir quand tu vois les paroles de Trump ou de Boris Johnson, ou en Suède aussi, où ils prennent aucune mesure en disant non, non, on va renforcer la population saine et tous les autres, ben, tant pis pour eux. Même en Belgique, je pense que il y a déjà pas euh, qu'on peut être scandalisé de ce qui se passe dans les maisons de repos aussi. Je sais qu'il y a une semaine sur la télévision flamande, il y avait quelqu'un d'un réseau catholique des maisons de repos qui a ouvertement dit sur la télévision, ben oui, les dirigeants ont fait leur choix. Ils l'ont annoncé aussi, c'est-à-dire que eux, ils veulent surtout euh, préserver en fait les gens qui sont productifs dans la société et tant pis pour le reste. Et donc, ils ont pris aucune mesure pour sécuriser en fait les maisons de repos. Et je pense en fait que oui, il y a de ce pessimisme, surtout dans les cercles dirigeants. Chez oui, beaucoup de présidents sont complètement sur cette voie-là. Et je pense que plus qu'une analyse scientifique ou une analyse rationnelle du problème, c'est surtout en fait une réflexion de leur propre incapacité de gérer cette crise, je pense, dans le sens que, voilà, basé sur leur système capitaliste de marché où seuls les profits comptent, on ne peut pas vraiment gérer de telles crises. Et donc, leur solution, c'est de dire, ben, voilà, on va essayer de trouver des arguments pour dire comme si que c'est normal qu'il y a des gens qui meurent et que ce serait même bien qu'il y a des gens qui meurent de cette maladie. Euh, voilà, moi, je trouve ça complètement hallucinant et les idées malthusiennes de surpopulation en général, je pense qu'elles
n'ont aucune preuve scientifique. Je sais par exemple que aujourd'hui dans le monde, on a assez de quoi nourrir 13 milliards de personnes, alors qu'on est à 7 milliards. Euh, Aussi, si tu vois les chiffres de Oxfam, où 85 capitalistes ont en fait les moyens d'éradiquer la pauvreté dans le monde, je pense que ce sont tous des chiffres qui démontrent que la question, c'est pas la surpopulation, ce n'est pas qu'il n'y a vraiment pas assez dans cette société-là, euh, dans cette société-ci, mais c'est l'organisation de cette société, c'est la production, comme on voit. On a toutes les entreprises à technologie moderne possible, mais elles ne sont pas capables de créer, de produire assez masques de visage ou assez de tests pour faire les tests. Voilà. Je pense aussi même que ces idées malthusiennes sont un peu reprises par certaines personnes dans le mouvement écologique aussi. Je pense notamment à quelques posts de certaines sections de Extinction Rebellion, où ils disent en fait, comme toute la production est à l'arrêt en ce moment dans beaucoup de pays, il y a beaucoup moins de CO2 qui est, qui est produit en fait. Et donc, c'est un peu une pause pour le climat, disons, dans, enfin, que, que le réchauffement ne s'accélère pas en ce moment. Mhm. Et donc, il y a certaines personnes dans Extinction Rebellion qui ont acclamé comme une très bonne chose et qui ont même dit que le corona est la solution pour la crise écologique. Je pense que là aussi, c'est un peu un délire, une façon de penser très, très pessimiste en plus, et surtout un délire puisque il est assez clair qu'on entrera dans une nouvelle crise économique, même après d'avoir battu la pandémie. Et là, ben, il sera très clair que tous les accords internationaux qui étaient déjà très minimalistes seront jetés à la poubelle, que toutes les entreprises feront encore des économies et les premières sections ou les premiers investissements où ils feront des économies, ce sera tout ce qui est à rapport avec l'écologie ou avec les salaires et les conditions de travail pour les travailleurs. Donc je pense à long terme que euh, cette crise, cette incapacité du capitalisme à gérer cette crise de manière efficace sera une double, enfin, sera doublement lourd pour la nature et le planète à gérer. Et donc, je ne pense pas du tout que c'est une solution. Je pense que voilà, il faut la vraie solution, c'est pas dans une pandémie ou une crise, mais c'est d'abattre ce système euh, qui, euh, qui est en fait à l'origine de tous ces problèmes-là. Ok, ouais, effectivement. Donc, enfin, certaines idées qui circulent ressemblent un peu rejoindre le darwinisme social où ce serait la théorie de l'évolution qui s'appliquerait maintenant. Donc, les plus résistants survivent et les plus faibles, enfin, finissent par mourir. Et donc ça renforcerait, soi-disant, l'espèce. Et puis effectivement, il y a aussi les courants écologistes pessimistes qui ont tendance à effectivement dire, j'ai pu en rencontrer quelques-uns, euh, qui disaient que la meilleure chose qui puisse arriver, c'est l'extinction de la race humaine. Donc ça veut dire, enfin, on arrive vraiment à des visions très pessimistes. Euh, donc c'est évident qu'on peut on peut faire beaucoup mieux et comme tu l'as relevé, on a déjà une technologie qui nous permet en fait euh, de faire énormément de choses avec peu de
avec relativement peu de ressources, et que si cette structure économique avec toute la technologie, etc., était réorientée pour tenir compte en fait des problèmes de l'environnement, sociaux, etc., en fait, on pourrait déjà même donner vraiment les bases pour une bien meilleure société. Une quatrième question, ce serait s'il existe des tentatives concrètes de mettre fin entre cette dichotomie entre les villes et la campagne. Oui, je pense, juste pour revenir sur ce que tu disais, je pense effectivement qu'en fait, la contradiction qui est souvent très à l'avant dans le débat sur l'écologie, c'est-à-dire qu'en fait, c'est l'activité humaine en général, dans l'abstrait, qui pose problème pour la nature. Et je pense que en tant que marxiste, moi j'ai un autre point de vue là-dessus, dans le sens que, effectivement, comme ça se fait aujourd'hui dans le système dans lequel on vit, c'est tout à fait problématique. Donc, je comprends aussi ces conclusions-là. Mais je ne pense pas que dans l'abstrait, l'impact de l'homme est par définition négatif. Euh, je pense pas que la nature sauvage, sans interférence de l'homme, est quelque chose qui est vraiment souhaitable. Je pense que la nature sauvage est très cruelle, n'est pas un habitat agréable à vivre, où la vie se fait de, enfin, où, enfin, la nature sauvage n'est pas un lieu où il est facile à vivre, où la vie peut fleurir. Je pense que là, en fait, l'homme a la capacité, par sa conscience, par sa vision, sa capacité de penser sur le long terme, d'en fait rendre de la nature quelque chose de meilleur que, que ce qu'elle pourrait être. Voilà. Mais oui, et donc là aussi, il y a beaucoup de capacités technologiques, et en fait, de technologie évidemment, c'est aussi une question d'avoir la volonté de changer les choses rapidement. Je pense que pour vraiment changer cette relation entre l'homme et la nature, il faudra aussi changer les comportements individuels, mais il faudra surtout aussi changer le système dans lequel tous les comportements individuels se font. Et par exemple, pour vraiment changer beaucoup de choses de manière rapide, je pense qu'on le voit aussi pendant la quarantaine, tant que les gens ont confiance dans les mesures à prendre et sentent qu'il est vraiment nécessaire de les faire, ils les suivent très bien. Mais alors, quand ça commence à être clair qu'ils sont en fait utilisés pour faire certaines choses, alors que les dirigeants suivent en fait des autres intérêts, je pense que c'est très compliqué à maintenir euh, enfin, ce genre de comportement. Je pense qu'on le voit maintenant avec toutes les discussions sur la reprise, que les gens sont beaucoup moins, prennent beaucoup moins de caution qu'il y a quelques semaines. C'est justement puisqu'ils sentent que c'est plus pris au sérieux, et je pense que c'est la même chose avec toutes les discussions sur les comportements écologiques. Je pense que beaucoup de gens n'ont pas les moyens de changer ce comportement, et encore ont beaucoup de cynisme justifié, je pense, envers les dirigeants qui prônent ce, ce, genre de changement de comportement individuel. Et je pense là-dessus aussi qu'en fait, c'est assez intéressant à voir que même dans le manifeste du Parti communiste qui a été écrit en 1848, en fait, un des points sur le programme qui Marx et Engels, les communistes de cette époque, avançaient, c'était justement, comme tu disais, en fait, éliminer la contradiction entre les villes et la campagne. Euh, et ils disent dans le manifeste, donc il faut abolir, il faut combiner le travail agricole et industriel
et toute mesure tendant à faire disparaître la distinction entre ville et campagne. Il faut arrêter de masser les gens dans les villes et dans des mauvaises conditions de vie. Et je pense que là, aussi au point de vue technique, mais aussi au point de vue de planification, de modeler, il y a depuis les années 1970, il y a des chercheurs dans le courant, disons, des éco-cities, des éco-villes, des villes écologiques durables, qui ont travaillé en fait de combiner toutes ces connaissances techniques de planification, de modélisation, pour penser comment en fait réorganiser les villes. Et là, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses super intéressantes, même dans les projets super innovateurs où on construit des quartiers durables, où il est agréable à vivre, où il y a du vert, des parcs, des lieux pour socialiser, ou bien connectés avec les transports en public, etc. Il y a même moyen de modéler sur quel moment de la journée le soleil euh, tombe sur les terrasses, ou même et ça c'est plutôt important dans les villes où il fait très chaud, où donc que ces géographes savent en fait modéler les courants d'air dans les quartiers pour que ça ne se réchauffe pas trop. Et enfin, il y a un tas de ce genre de connaissances qui peuvent vraiment faire en sorte de planifier les villes pour les rendre durables de point de vue écologique, mais aussi plus agréables à vivre de point de vue social. Et évidemment, les petits projets innovateurs qui sont réalisés aujourd'hui sont surtout des projets de prestige ou même de spéculation dans le secteur des immobiliers, de la construction. Et que, évidemment, pour aller vivre dans ce genre de quartier, comme il y en a à Hambourg, au Singapour, dans d'autres villes aussi, il faut avoir beaucoup de fric. Et donc, c'est pas du tout en ce moment accessible pour toute la population. Et je pense la seule manière pour vraiment rendre toutes ces connaissances, toutes ces capacités en fait qu'on a dans la société accessibles à tout le monde, ce serait de sur base de nationalisation des banques, de nationalisation de toutes les ressources dans la société, et donc d'investir, pas avec l'objectif d'en faire des profits, mais puisque c'est socialement utile, et de reconstruire en fait sur cette base-là les villes. Mais je ne pense pas que sous le capitalisme, sous les mécanismes de marché, ce genre d'investissement où il n'y a pas, pas assez de profit à faire pour les capitalistes, que c'est réalisable en fait sous ce système-ci. Euh, il va de même aussi, alors là plus spécifiquement sur la contradiction entre la vie urbaine et les campagnes, qu'en fait il y a beaucoup d'agronomes qui ont en fait calculé qu'en utilisant tous les espaces sur les toits, dans les caves, sur les murs des bâtiments dans les villes et encore sur de tous les terrains vides autour des villes, si on utiliserait tout cet espace-là pour en faire des terrains d'agriculture, basés sur les connaissances les plus poussées de l'agriculture, qui n'ont pas toujours à voir avec les pesticides et tout ce genre de choses-là, mais qui ont aussi à voir avec des combinaisons spécifiques de plantes pour que la terre soit encore riche en substances qui sont nécessaires pour faire pousser des plantes, etc. En fait, basé sur ce modèle-là, sur l'agriculture verticale, ça s'appelle. Basé sur ce système-là, il serait en fait possible de nourrir les plus grandes villes dans le monde. Je pense que là aussi, c'est juste une question
les connaissances sont là, l'envie chez beaucoup de gens pour les réaliser sont aussi là, mais la seule chose qui manque, c'est les investissements, les ressources pour vraiment réaliser tout cela, pas sur une petite échelle, mais sur une grande échelle. Ouais, c'est sûr que pour revenir un peu sur les appartements, même sans être des très gros projets d'habitation écologique ou passive, même à Bruxelles, un appartement en 2 chambres, dans ma commune à Evere par exemple, c'est pas spécialement un quartier chic. Trouver en dessous des 300 000 euros, c'est extrêmement difficile. Et c'est rien, c'est loin d'être aussi révolutionnaire que enfin aussi futuriste ou comment dire, aussi avancé que ce dont tu parles avec la possibilité de gérer les courants d'air dans les quartiers pour que enfin, essayer de créer des conditions les plus idéales possibles, les plus agréables possibles pour les gens qui y vivent. Et j'imagine qu'il y a énormément encore de connaissances qui ne sont pas mises à profit du fait qu'elles ne rapportent pas suffisamment d'argent ou qu'elles nécessitent beaucoup d'investissement ou de volonté. Combien de connaissances et combien de connaissances encore à découvrir si on finance correctement aussi la recherche et certains champs de recherche qui vont étudier justement ce type d'aspect pour améliorer au mieux les conditions de vie des gens en fait dans les villes. Et ben oui, enfin, on est forcé de constater qu'il y a, en plus d'un manque de ressources et d'investissement pour le faire, il y a vraiment un grand manque de volonté, je pense aussi. Euh, et alors, pour la dernière question, qu'est-ce qu'il faudrait faire selon toi pour pouvoir réellement développer des rapports métaboliques sains avec la nature? Oui, je pense que je l'ai déjà touché auparavant, dans le sens que je pense que euh, les travailleurs partout dans le monde veulent une autre société, pas seulement pour élever leur salaire, mais juste pour régler tous ces problèmes-là. Euh, et que les connaissances sont là pour le réaliser dans un temps assez court, je pense. Mais le problème, c'est que ce monde-ci n'est pas dominé par les travailleurs, par toutes les bonnes intentions de la population, des jeunes qui font des grèves pour le climat, mais que cette société est dominée par les intérêts euh, des, des capitalistes, les intérêts du profit au court terme, et que c'est là vraiment le grand souci. Et pour cela, je pense qu'il faudra une révolution pour mettre à bas ce système, pour, euh, pour faire tomber de leur trône tous ces politiciens qui défendent le système capitaliste, tous ces capitalistes qui en fait dirigent ou ont les richesses pour diriger l'économie, qu'il faudra rendre public, nationaliser les banques et les gros secteurs, les gros multinationales de l'agriculture, du bâtiment, du secteur chimie, etc., pour vraiment mettre en place un plan basé sur les conditions scientifiques et, et complètement refaire les villes, refaire la vie, refaire la planète et refaire la relation entre l'homme et la nature. Et je pense que maintenant, vu que la crise Corona et la crise économique qui s'en résultera, je pense que déjà dans les années passées, on a vu beaucoup de mouvements révolutionnaires. Je pense notamment aux Gilets jaunes, aux mouvements au Liban, au Chili, où les gens n'acceptent plus en fait d'être dirigés par les gros multinationales, les capitalistes et les politiciens, et qui veulent faire une révolution. Et je pense que toute cette expérience qui démontre en fait maintenant sur un plan mondial et pour tous les gens qui auparavant ne s'intéressaient pas du tout à ce genre de questions, qu'ils
qu'il devient de plus en plus clair qu'il faut en finir avec ce système-ci et que que ce sera ça en fait le proche futur et il faudra lier en fait la lutte sociale et la lutte pour la préservation de la nature, du climat et basé sur un programme en fait de finir avec le capitalisme et en faire une société socialiste pour, euh, pour savoir solutionner tous les problèmes, l'inégalité sociale, la pauvreté, euh, mauvaises conditions d'habitat dans les villes. Je pense qu'aujourd'hui, il y a 30 ou 40% de la population humaine qui vit dans les bidonvilles. Voilà, je pense qu'il faudra mettre sur un plan mondial euh, toutes les ressources qu'on a dans la société, dans les mains publiques, gérées par les travailleurs pour en faire un plan et pour travailler à solutionner tous ces problèmes-là. Tu avais dit au tout début de ta réponse que donc il faudrait nationaliser différents secteurs. Et est-ce que c'est suffisant? Est-ce que par exemple on peut juste nationaliser et faire confiance à nos politiciens pour faire les choses correctement et orienter enfin toutes ces ressources et ouais, tous ces investissements correctement? Ben, je pense si on laisse les faire nationaliser les banques qui sont en difficulté comme en 2008, ben, ce sera très simple. Toutes les choses continueront comme elles se font aujourd'hui et la compte sera mise sur le dos des travailleurs, des jeunes, des petits indépendants qui devront payer pour la crise. Et voilà, je pense que cette question peut-être va renaître. Je sais par exemple que Brussels Airlines est en difficulté financière, que les patrons de Brussels Airlines essayent que l'État se porte garant, etc. Ben, là, ils sont toujours très enthousiastes à nationaliser si c'est pour préserver leurs profits. Mais je pense qu'il faut nationaliser pas pour préserver les profits des capitalistes, mais pour socialiser, pour rendre public, pour mettre sous un contrôle démocratique des travailleurs et de la population, toutes ces entreprises-là pour vraiment changer les choses. Et pas juste une entreprise qui est en difficulté, mais des secteurs entiers, tous les secteurs clés en fait de l'économie, je pense qu'il faudra nationaliser pour vraiment changer les choses assez rapidement. Ok. Merci beaucoup pour tes réponses. Je sais pas si il y a des gens dans le chat qui voudraient poser des questions sur ce qui a été dit. Euh, mais si c'est pas le cas, donc vous pouvez tout à fait donc faire un signal dans le chat pour au cas où vous avez une question. Mais sinon, la présentation va s'arrêter ici. Donc encore un grand merci, Kyle. Euh, voilà, c'était le cercle marxiste de Louvain-la-Neuve. Si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas à consulter notre page Facebook qui est dans l'événement. Euh, Vous pouvez nous contacter par mail. Comme vous voyez, j'ai derrière moi un écran virtuel, un fond virtuel dans lequel vous pouvez normalement voir les contacts. Alors, je sais que c'est un peu pixelisé, que c'est pas non plus super clair, mais normalement, ça doit être lisible. En tout cas, moi, quand j'ai regardé, c'était encore assez lisible. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, nous poser des questions et surtout nous rejoindre. Vous êtes toujours voilà, les bienvenus si le marxisme vous intéresse. Voilà, je ne sais pas si tu as un dernier mot à rajouter ou un mot pour la fin. Bon, rejoignez-nous, découvrez le marxisme. Moi j'étais très enthousiaste de lire et d'écrire un article sur ce que je viens de dire, sur la suppression entre la distinction entre ville et campagne et tout ça. Au début, quand je m'intéressais au marxisme, je ne pensais jamais qu'il y avait tout ça dans, C'est dans très tout. vaste. Oui. Ouais. Ok. Ben, il n'y a Vous pas êtes de questions.
Donc, prends soin de toi et à bientôt, Kyle. Oui, toi aussi, Au revoir merci. à tous. Ciao.